En une année, le bitume a changé le tempo national. Après 60 ans d'indépendance nominale, le pays ne comptait que 3042 kilomètres de routes pavées. La poussière isolait les fermes, rallongeait les convois militaires et transformait chaque pluie en mur de boue, comme si la carte restait un fantôme. Puis vient une promesse qui choque l'oreille: 5000 kilomètres en un an avec des machines livrées et des brigades mobilisées. Mais la vraie question est simple. Pour vous qui regardez, cette vitesse tient-elle et que révèle-t-elle du pouvoir d'Ibrahim Traoré? Ici, chaque kilomètre devient une preuve. Cette analyse s'engage à examiner les faits disponibles sans slogan ni extrapolation. Elle promet aux spectateurs une chose précise: comprendre ce qui change réellement lorsque l'infrastructure devient un outil de souveraineté plutôt qu'un produit de dépendance. L'enjeu dépasse l'asphalte. Il touche la sécurité, l'économie quotidienne, la capacité d'un. Le risque, lui, est double. D'un côté, une accélération aussi brutale peut masquer des fragilités logistiques, financières ou humaines que le temps révèle habituellement. D'un autre, ignorer ce qui se déroule reviendrait à répéter 60 années d'angle mort, où l'on jugeait le Sahel à partir de modèles importés. Ce parcours ne cherche donc ni à célébrer ni à condamner. Il cherche à mesurer, à comparer un avant et un après, à distinguer l'intention du résultat et à suivre les preuves là où elles mènent, même lorsqu'elles dérangent. Pour le spectateur, le bénéfice est clair: disposer d'un cadre factuel pour juger par lui-même, sans promesse, sans anathème, seulement des repères vérifiables. Mini révélation d'abord. En 60 ans, le pays a pavé environ 3042 kilomètres. En une seule année récente, l'objectif annoncé dépasse ce total cumulé, signalant une rupture de cadence plutôt qu'une simple continuité. Cette bascule ne tient pas seulement à des annonces, mais à une reconfiguration des moyens visible dans la livraison de plus de 900 engins lourds et leur affectation directe à des brigades nationales. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut revenir au point de départ. Pendant des décennies, la route n'était pas une infrastructure neutre. Elle dépendait d'autorisations, de prêts et d'expertises extérieures, ce qui allongeait les délais et gonflait les coûts. Le moindre tronçon devenait un projet administratif avant d'être un chantier. Dans ce contexte, la lenteur n'était pas un accident, elle était structurelle. Le tournant intervient après le changement de pouvoir de septembre 2022. Ibrahim Traoré hérite d'un stock de projets inachevés et d'un budget contraint. La réponse choisie n'est pas d'élargir l'endettement, mais de déplacer le centre de gravité. Les ressources nationales, fiscales et minières sont mobilisées, tandis que la construction est internalisée via des unités militaires d'ingénierie. Ce choix modifie deux variables clés en même temps: le temps et le coût. Le contexte sécuritaire pèse aussi. Dans des zones instables, les entreprises privées se retirent. Une unité militaire, elle, reste. La route cesse alors d'être un simple corridor économique pour devenir un outil de continuité territoriale. C'est ici que la promesse change de nature. Elle n'est plus seulement quantitative, elle devient stratégique. Cette combinaison explique pourquoi la comparaison avant-après est centrale. Avant, quelques dizaines de kilomètres par an dépendant de cycles de financement. Après, une cadence revendiquée comme nationale, soutenue par des machines, des soldats et une mobilisation civile. La question ouverte aux spectateurs est donc la suivante: s'agit-il d'un pic exceptionnel ou du socle d'un nouveau modèle durable porté par Ibrahim Traoré? Pour mesurer l'effet réel de cette accélération, il faut quitter les chiffres et suivre des trajectoires concrètes. Dans les zones rurales de l'Ouest, l'ouverture d'un tronçon pavé modifie d'abord les gestes ordinaires. Un agriculteur n'attend plus la fin des pluies pour tenter d'acheminer sa récolte. Le temps de trajet se raccourcit, les pertes diminuent et la décision de produire davantage cesse d'être un pari risqué. En milieu urbain, l'impact apparaît différemment. À Ouagadougou,
Les chantiers visibles transforment les quartiers en espaces de travail continu. La route devient un lieu d'apprentissage informel où des étudiants, des ouvriers et des ingénieurs militaires se croisent. Ce n'est pas seulement une amélioration de mobilité, c'est une scène où se construit une perception nouvelle de l'action publique, plus directe et plus lisible. Un autre guide narratif émerge du côté sécuritaire. Dans le nord, des axes auparavant impraticables limitaient les déplacements et ralentissaient les réponses. Avec une voie stabilisée, la présence de l'ECFLEX, ces impacts précoces partagent un point commun. Ils ne reposent pas et ne tertorcent pas sur une projection lointaine, mais sur des changements observables à court terme. Ils expliquent pourquoi l'adhésion populaire se manifeste tôt, parfois par de simples contributions matérielles ou du temps offert. La question centrale reste concise. Quand la route cesse d'être abstraite, jusqu'où cette transformation peut-elle aller? Avant, le calendrier était prévisible et lent. Les projets routiers s'ouvraient par des études interminables, dépendaient d'appels d'offres extérieures, puis s'enlisaient dans des cycles de financement étalés sur des années. Après, la séquence change brutalement. Décision centrale, mobilisation des moyens, ouverture simultanée de chantiers. Ce basculement marque le déclenchement. Le premier acte se joue sur le financement. Plutôt que d'attendre des préconditionnels, le deuxième acte concerne les outils. La livraison de centaines d'engins lourds concentre en quelques mois ce qui prenait auparavant des décennies. Bulldozers, niveleuses et excavatrices sont affectés directement à des unités nationales. Ici, la chaîne est raccourcie. Pas d'intermédiaire, pas de sous-traitance fragmentée. Ibrahim Traoré insiste alors sur une logique simple. Posséder les machines, c'est posséder le rythme. L'apogée survient lorsque la construction est confiée massivement aux brigades militaires d'ingénierie. Ce choix rompt avec le modèle classique de l'entreprise privée cherchant une marge. Le soldat ne facture pas un profit, il exécute une mission. Dans les zones instables, cette organisation permet la continuité des travaux là où des prestataires civils se retireraient. La route devient à la fois infrastructure et dispositif de présence. Les répliques se diffusent rapidement. Dans les villes, plusieurs axes sont ouverts en parallèle, donnant une impression de mouvement généralisé. Dans les campagnes, des tronçons autrefois secondaires deviennent prioritaires parce qu'ils relient directement des zones de production. Le récit public se transforme. On ne parle plus d'un projet isolé, mais d'un maillage en construction. Ce moment d'intensité entraîne aussi des ajustements. La logistique doit suivre un rythme inédit. L'approvisionnement en gravier, en ciment et en carburant devient un enjeu quotidien. Les erreurs initiales sont corrigées en cours de route, parfois au prix d'arrêts temporaires. Mais la cadence globale se maintient car l'architecture décisionnelle reste centralisée. Enfin, les répliques politiques apparaissent. À mesure que les routes avancent, l'influence des anciens partenaires se contracte. Les discussions internationales se déplacent du comment financer vers le que signifie ce modèle. Ce n'est plus seulement un programme d'infrastructure, c'est une démonstration de capacité. La ligne des événements révèle ainsi une logique claire. En changeant l'ordre des décisions, le pays change l'échelle du possible. Avant, le pavage d'un kilomètre coûtait près d'1 million de dollars. Après la réorganisation, le coût annoncé descend autour de 150 000, indiquant un écart d'ordre structurel plutôt qu'un simple gain marginal. Ce basculement chiffré constitue le cœur de l'argumentation, car il relie directement méthode et résultats sans recourir à des promesses abstraites. Le premier indicateur concerne le coût unitaire. Dans l'ancien modèle, la facture intégrait des marges de sous-traitance, des honoraires d'expertise étrangère et des charges logistiques lourdes.
Chaque couche ajoutée augmentait le prix final. Dans le nouveau schéma, ces couches sont retirées. Les machines appartiennent à LG. Le deuxième indicateur porte sur la capacité matérielle. Plus de 900 engins lourds ont été acquis et déployés en un temps réduit. Ce nombre importe moins comme symbole que comme contrainte physique inversée. Là où un chantier dépendait auparavant de la disponibilité aléatoire d'un prestataire, il dispose désormais d'un parc dédié. La conséquence est mesurable en simultanéité. Plusieurs axes avancent en parallèle, réduisant le goulot d'étranglement qui ralentissait historiquement les projets. Le troisième indicateur touche à la cadence annuelle. Pendant des décennies, la production oscillait autour de quelques dizaines de kilomètres par an. L'objectif affiché de plusieurs milliers sur une période courte n'est pas présenté ici comme un acquis définitif, mais comme une hypothèse testée par les moyens mobilisés. Ibrahim Traoré articule cette logique autour d'un principe simple. La vitesse n'est crédible que si elle est soutenue par des actifs tangibles, visibles et comptables. Ces trois mesures ne suffisent pas à elles seules à prouver la durabilité du modèle, mais elles permettent une comparaison honnête. Avant, le système était lent, coûteux et dépendant. Après, il est plus rapide, moins onéreux et internalisé. La différence réside moins dans la volonté que dans l'architecture opérationnelle. Les chiffres servent ici de balise, non de slogan. Un point mérite toutefois prudence. Les données proviennent d'une phase initiale, marquée par une mobilisation exceptionnelle. La question n'est donc pas seulement de savoir si le delta est réel, mais s'il peut être maintenu lorsque l'effet de lancement s'estompe. C'est précisément cette interrogation qui nourrit le débat à venir. Les preuves quantitatives éclairent le présent, elles n'épuisent pas l'avenir. La première objection sérieuse porte sur la durabilité financière. Les critiques estiment qu'un financement majoritairement interne, concentré sur l'infrastructure, risque d'assécher d'autres priorités publiques. Selon cet argument, la baisse apparente des coûts pourrait masquer un déplacement de charges vers l'entretien futur, la formation ou le renouvellement du matériel. Une accélération trop rapide créerait ainsi une dette différée, moins visible mais tout aussi contraignante à moyen terme. La seconde objection concerne la gouvernance. Confier massivement la construction aux unités militaires soulève des inquiétudes sur la transparence, la concurrence et la qualité. Sans appel d'offres ouverts, ni contrôles indépendants robustes, le risque serait double: une standardisation insuffisante des ouvrages et une concentration excessive du pouvoir décisionnel. Dans cette lecture, la vitesse devient un substitut à la reddition de comptes. Ces objections méritent d'être prises au sérieux car elles ciblent des failles observées ailleurs. La réponse factuelle repose toutefois sur la comparaison des cadres. Dans le modèle antérieur, la transparence procédurale existait sur le papier, mais les résultats étaient limités. Coûts élevés, délais étendus et dépendance chronique. Le nouveau schéma réduit les couches intermédiaires, ce qui explique la compression des coûts observés. La question n'est donc pas l'absence de règles, mais le déplacement du contrôle vers l'interne. Sur la gouvernance, l'argument central avancé par Ibrahim Traoré est opérationnel. Les unités d'ingénierie obéissent à une chaîne hiérarchique claire et à des objectifs mesurables. La qualité est surveillée par l'usage de matériaux locaux standardisés et par la visibilité immédiate des ouvrages. Une route défaillante se voit, se teste et se corrige, elle ne reste pas un rapport. Quant à la durabilité financière, les chiffres initiaux montrent une capacité d'investissement accrue sans recours massif à l'endettement externe. Cela ne garantit pas l'équilibre futur, mais cela modifie le point de départ. Le débat se déplace ainsi d'un peut-on commencer à un comment maintenir. Le Stillman révèle donc moins une impossibilité qu'un enjeu de consolidation.
La révélation centrale apparaît ici. L'infrastructure n'est qu'un vecteur visible d'un changement plus profond, celui de la perception de la richesse nationale. Jusqu'ici, les ressources du pays étaient dépensées comme des matières à extraire puis à exporter, laissant peu de valeur sur place. Le virage consiste à considérer ces ressources comme un levier de financement interne capable d'alimenter directement des biens publics tangibles. Ce déplacement mental explique la cohérence des choix précédents. Le fonds patriotique, la mobilisation fiscale ciblée et l'achat d'équipements ne sont pas des mesures isolées. Ils forment une chaîne. La route devient alors un test grandeur nature. Si ce modèle fonctionne ici, il peut s'étendre ailleurs. Ibrahim Traoré ne présente pas cette approche comme une doctrine idéologique, mais comme une expérimentation contrainte par la réalité budgétaire. À ce stade, l'enjeu se déplace. Il ne s'agit plus de savoir combien de kilomètres seront posés cette année, mais ce que cette méthode autorise à long terme. Une capacité d'action rapide, sans attente extérieure, modifie la relation entre cette révélation médiane éclaire la suite. Si la route est un moyen, quelles conséquences concrètes ce modèle produit-il pour l'économie, la sécurité et la vie quotidienne? C'est cette question, désormais ouverte, qui structure la prochaine étape. Pour mesurer l'effet réel de ce modèle, il faut observer ses conséquences sur des groupes distincts, chacun exposé à la route de manière différente. La première catégorie est celle des institutions publiques. Pour l'administration, l'infrastructure accélérée réduit les frictions internes. Les déplacements entre régions deviennent plus prévisibles, la coordination logistique s'améliore et les services essentiels gagnent en continuité. Une route praticable n'est pas seulement un support économique, elle permet à le deuxième groupe est celui des entreprises locales. Pour les transporteurs, commerçants et producteurs, la réduction du temps de trajet modifie les calculs de rentabilité. Un itinéraire plus court et plus fiable diminue les pertes, stabilise les prix et élargit les marchés accessibles. La route agit ici comme un multiplicateur silencieux. Elle ne crée pas la production, mais elle la rend viable à plus grande échelle. Ce changement est progressif, mais cumulatif, car chaque axe ouvert élargit le rayon d'action économique. Le troisième groupe concerne les populations locales. Dans les zones rurales, l'accès à une voie pavée transforme l'accès aux soins, à l'éducation et au marché. Un trajet qui prenait des jours devient une affaire d'heures. Cette compression du temps a un effet social direct. Elle réduit l'isolement et renforce le sentiment d'appartenance nationale. Les contributions volontaires, observées, matérielles ou en temps, s'expliquent par cette visibilité immédiate du bénéfice collectif. Le quatrième groupe est régional. À l'échelle du Sahel, les routes redessinent les flux. Elles relient des zones enclavées aux corridors commerciaux, contournant partiellement les blocages traditionnels. Cette dynamique n'est pas neutre, elle modifie les rapports de dépendance et attire l'attention des partenaires extérieurs. Ce n'est pas un hasard si les réactions internationales se concentrent moins sur la qualité du bitume que sur la signification politique de ces liaisons. Ces conséquences ne sont pas uniformes ni instantanées. Elles s'additionnent dans le temps, créant un effet de réseau. Une route isolée améliore un trajet. Un réseau cohérent transforme une économie. C'est à ce niveau que le débat change de nature. La question n'est plus de savoir si le modèle fonctionne ponctuellement, mais s'il peut soutenir une transformation systémique. En refermant cette étape, une interrogation demeure pour le spectateur. Ces effets observables constituent-ils un palier temporaire ou le début d'un basculement durable tel que le projette Ibrahim Traoré? À ce stade, l'analyse gagne à se projeter, non pour prédire, mais pour encadrer les possibles. Trois scénarios permettent de structurer la réflexion sur les 6 à 12 prochains mois en tenant compte des dynamiques déjà observables. Le scénario de base
repose sur la continuité contrôlée. Le rythme de construction ralentit légèrement après la phase de lancement, mais reste supérieur aux moyennes historiques. Les axes prioritaires sont achevés, l'entretien devient une ligne budgétaire explicite et les unités d'ingénierie consolident leurs procédures. Dans ce cadre, la route cesse d'être un symbole spectaculaire pour devenir une politique publique ordinaire, mesurable et intégrée. Le gain principal est la stabilité. Moins de promesses, plus de régularité. Le scénario optimiste suppose une synchronisation réussie. La baisse des coûts se maintient, la formation technique suit et la production locale de matériaux s'intensifie. Les routes nouvellement ouvertes stimulent des investissements secondaires, agricoles et commerciaux qui renforcent les recettes internes. Dans cette trajectoire, l'effet réseau apparaît clairement. Chaque nouveau tronçon augmente la valeur des précédents. Ibrahim Traoré capitalise alors sur la crédibilité acquise pour étendre la méthode à d'autres infrastructures, sans dépendre de financements conditionnels. Le scénario défavorable met en lumière les risques. Des contraintes logistiques, une usure accélérée du matériel ou des tensions sécuritaires freinent la cadence. L'entretien est sous-financé et la perception publique bascule de l'élan vers la fatigue. Le modèle n'échoue pas brutalement, mais perd sa force transformatrice. La route existe, mais elle n'entraîne plus le reste du système. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils dessinent un éventail. La variable décisive n'est pas la vitesse initiale, mais la capacité à transformer l'exception en routine. Le critère d'évaluation devient alors simple. Si les routes continuent à être construites et maintenues sans urgence permanente, le modèle aura franchi un seuil. Sinon, il restera un moment intense, mais isolé. La question laissée aux spectateurs est donc claire. Quels signaux, dans les mois à venir, permettront de distinguer la consolidation d'un simple sursaut? À ce point du récit, l'analyse cesse d'être distante. Elle touche directement le spectateur, même s'il ne vit ni au Burkina Faso ni dans le Sahel. La première leçon est celle-là méthodologique. Ce qui se déroule ici montre comment, pour les observateurs issus de pays en développement, l'impact est plus immédiat. Le modèle interroge une croyance répandue, l'idée que l'infrastructure lourde exige nécessairement un financement externe massif. En suivant cette expérience, le spectateur est amené à reconsidérer le rôle des ressources locales, non comme un complément, mais comme un point de départ. Cette inversion de perspective est au moins aussi importante que les kilomètres posés. Pour un public plus éloigné géographiquement, l'enjeu est analytique. Les catégories habituelles utilisées pour lire l'Afrique, aide, dépendance, transition lente, deviennent moins opérantes. Observer Ibrahim Traoré à travers ce prisme oblige à distinguer jugement normatif et description factuelle. On peut contester la méthode, mais il devient difficile d'ignorer les effets observables. Enfin, il y a une dimension civique plus large. Voir des infrastructures construites rapidement avec des moyens visibles renforce l'idée que l'action publique peut être lisible. Pour le spectateur, cela pose une question transposable. Dans son propre contexte, quel projet gagnerait à être évalué non sur leurs promesses, mais sur leurs effets tangibles à court terme? Cette partie ne demande pas l'adhésion, elle invite à un déplacement du regard. Comprendre ce cas, c'est élargir sa capacité à analyser d'autres situations similaires sans se réfugier dans des modèles figés. À ce stade, la question n'est plus de savoir si l'élan existe, mais comment il peut être stabilisé. La feuille de route qui se dessine repose sur une séquence pragmatique en plusieurs étapes, chacune conditionnant la suivante. La première consiste à institutionnaliser l'entretien. Construire vite crée un stock d'infrastructures. Maintenir ce stock exige des budgets dédiés,
des calendriers clairs et des équipes formées. Sans cette étape, le gain initial se dilue. La deuxième étape concerne la formation technique. Les unités d'ingénierie et les ouvriers civils doivent convertir l'expérience accumulée en compétences transmissibles. Cela implique des modules courts, directement liés au chantier et une standardisation minimale des pratiques. Ici, l'objectif n'est pas l'excellence théorique, mais la reproductibilité. La troisième étape touche à la chaîne d'approvisionnement locale. Sécuriser le gravier, le ciment et le carburant réduit la dépendance aux aléas externes. En renforçant les fournisseurs nationaux, chaque kilomètre construit alimente un cycle économique interne. Cette logique est centrale dans le discours d'Ibrahim Traoré qui lie infrastructure et autonomie productive. La quatrième étape est celle de la mesure. Des indicateurs simples suggèrent l'avancement réel. Kilomètres achevés et maintenus, coût unitaire stabilisé, délai respecté. La visibilité publique de ces données remplace partiellement les mécanismes de contrôle externe par une reddition de comptes directs. Enfin, la cinquième étape est politique au sens large. Préserver la lisibilité. Tant que la population voit, comprend et utilise les routes, le soutien demeure. Si le processus devient opaque, la dynamique s'affaiblit. La feuille de route n'est donc pas un plan figé, mais une discipline continue. Le récit revient alors à une image simple déjà entrevue plus tôt, une femme âgée, sans titre ni fonction, offrant 2 sacs de ciment à un chantier. Ce geste n'accélère pas un calendrier national, il ne change pas un budget, mais il révèle quelque chose de plus durable, le sentiment que l'effort collectif a enfin un point d'ancrage visible. La route devant sa porte n'est plus un projet abstrait, elle devient une promesse tenue à hauteur humaine. C'est ici que la trajectoire se referme. Les machines, les chiffres et les plans n'ont de sens que s'ils produisent ce type d'appropriation silencieuse. Quand des citoyens se reconnaissent dans une infrastructure, elle cesse d'être perçue comme imposée. Elle devient un prolongement du quotidien. Ce basculement explique pourquoi l'adhésion ne se manifeste pas par de grands discours, mais par des actes modestes et répétés. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure distante que comme le catalyseur d'un rythme nouveau. Le pouvoir ne se mesure plus seulement à ce qui est annoncé, mais à ce qui reste après le passage des engins et la fin de l'urgence. Une route bien construite survit au slogan. La phrase qui demeure est courte et tenace. La dignité se construit, elle ne se proclame pas. La question finale est alors inévitable. Cette émotion collective saura-t-elle traverser le temps lorsque l'élan initial deviendra routine? À l'issue de ce parcours, il ne s'agit pas de conclure par une certitude, mais d'ouvrir un espace de réflexion partagée. Ce qui se joue au Burkina Faso dépasse un programme routier. C'est une interrogation adressée à toute société confrontée à la contrainte. Comment agir quand les ressources semblent limitées et que les modèles hérités ne produisent bien plus les effets attendus? L'expérience observée ici invite à un exercice simple pour le spectateur. Mettre de côté les étiquettes, les sympathies ou les rejets instinctifs et revenir aux faits visibles. Des routes construites, des coûts modifiés, des usages transformés. À partir de là, chacun peut formuler son propre jugement sans adhésion forcée ni rejet automatique. Suivre l'évolution de ce cas, c'est aussi accepter l'incertitude. Le modèle peut se consolider, se transformer ou s'essouffler, mais il offre déjà une matière rare, un exemple contemporain où la question de la souveraineté se mesure en actes concrets. Ibrahim Traoré n'en détient pas la réponse définitive, il en incarne une tentative. La discussion reste donc ouverte. Quelles expériences comparables mériteraient la même attention factuelle et quels critères devraient guider notre regard lorsque nous évaluons le changement ailleurs?